Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la distribution de l'énergie électrique. D'abord, la consommation. Donc grosso modo, c'est 30%, 30%, 30%, hein, si on regarde, 30% pour les maisons, votre résidence, 30% pour les bureaux et l'agriculture, et 30% pour tout ce qui est industrie. Et puis il reste donc 10% hein, qu'on a perdu. C'est un tout petit peu pour le transport. Bon, de plus en plus, on aura du transport, puisque de plus en plus, on aura de véhicules électriques, mais pour l'instant, ça reste assez faible. Enfin, c'était faible en 2017, c'est à peine plus actuellement. Et puis, tout le reste, ce sont des pertes. Et les pertes qu'on peut difficilement compresser aussi, hein, c'est compliqué. Mais c'est ça qui va nous intéresser globalement dans ce petit cours. On va continuer la segmentation du réseau électrique. Alors, le réseau est découpé en 4 parties. Les producteurs. Les producteurs, c'est qui? Ça peut être, c'est soumis à concurrence, ça veut dire que ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui est capable de produire de l'énergie électrique, peut devenir producteur. Si vous avez des panneaux solaires chez vous, vous pouvez devenir producteur d'énergie électrique. Vous pouvez avoir, après il peut y avoir des barrages, il peut y avoir bien sûr des centrales nucléaires, que là c'est au niveau de l'État, mais quand même, voilà différentes solutions pour produire de l'énergie électrique. Des éoliennes aussi. Vous pouvez être actionnaire d'un parc éolien. Voilà. Ensuite, pour le transport. Le transport d'énergie, ce sont donc des grandes lignes. Là, il n'y a qu'une société qui s'appelle RTE, qui assure le transport à des tensions assez élevées. En général, c'est de la haute tension. À un niveau plus bas, on appelle ça la distribution. Alors, c'est une société qui s'appelle ERDF, qui maintenant s'appelle de nouveau Enedis, ça a changé de nom, mais c'est aussi national, on ne peut pas changer, on ne peut pas choisir. À des exceptions près, il y a des régies qu'on appelle locales. Par exemple, chez nous, l'électricité de Strasbourg, c'est un réseau de distribution local. Voilà. C'est une particularité en Alsace, mais c'est pas toujours le cas. Hein. On peut avoir ça en France, c'est ERDF de manière générale. Voilà. Et puis quand on arrive donc ça c'est la distribution, on passe à des tensions beaucoup plus faibles, on est presque à des tensions pour le grand public. Hein. Et puis au niveau du grand public, quand on arrive dans un quartier, etc., là la distribution est de nouveau soumise à concurrence. Donc n'importe qui. Quand on achète de l'électricité, on n'est pas obligé d'acheter chez EDF, on peut acheter l'électricité chez un autre fournisseur. D'accord. Voilà, qui sera de votre choix. Ça c'est pour la partie donc segmentation, c'est coupé en 4 éléments. Maintenant un petit rappel, donc la production on l'a dit c'est différents producteurs, différents acteurs. Le transport, voilà le réseau. Ça c'est le réseau du transport de RTE. Donc ils ont des lignes à 400 000 volts, des lignes à 225 000 volts. Donc voilà le réseau comment il est fait. Il permet donc de garantir un peu l'électricité un peu partout. Et en dessous on aurait un maillage beaucoup plus fin, beaucoup plus fin et plus finement ici. On aurait tout ce qui est partie distribution. D'accord. Si je rajoutais une seconde carte. Voilà pour l'explication. Alors maintenant, parlons un petit peu des tensions, haute tension et basse tension. Alors attention, une basse tension, c'est quand même jusqu'à 1000 volts. 1000 volts, ça reste en alternative une basse tension. D'accord. En courant continu, c'est 1500 volts. Alors ça c'est déjà une chose, hein, d'accord, faut savoir ça. Et puis en haute tension, c'est tout ce qui est au-dessus, évidemment. Alors c'est coupé en 2 parties. Vous pouvez retenir, mais c'est pas trop important de savoir, mais c'est la haute tension. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout les mêmes type de sécurité, de type de spécification qu'il faut avoir. Ce qui fait que par exemple, si vous installez une installation chez vous, jamais vous dépasserez les 1000 volts en alternative ou en continu. Pourquoi? Parce que là, la possibilité où un électricien travaille en basse tension, oui, ils sont presque tous habilités à faire ça. En haute tension, c'est des spécialistes. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc ça devient très vite compliqué. Ce qui fait que généralement, une installation privée, on est souvent dans ces valeurs-là, pour éviter ces problèmes de passer à un autre statut. Par exemple, un panneau solaire, typiquement, vous êtes en dessous de 1000 volts, parfois 1500 volts, mais vous ne dépasserez pas 1500 volts, ça c'est sûr. Voilà. Alors maintenant, pourquoi on parle de haute tension? À quoi ça sert la haute tension? Je pense que vous le savez déjà, vous l'avez dû l'apprendre aussi au collège, hein, c'est quelque chose d'assez évident. Si on passe en haute tension, c'est parce que tout simplement, il y a des pertes. Il y a des pertes, notamment dans les fils. D'accord. Tous ces fils-là, ils chauffent. Il y a du courant qui passe, et s'il y a courant qui passe, ils vont chauffer. Alors le courant, les pertes qu'on appelle par effet Joule. Alors on appelle ça en fait des pertes en ligne, d'accord, parce que c'est des lignes de tension, tout simplement. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc ça dépend bien sûr du courant et bien sûr de la distance. Mais on a vu qu'on peut traverser des distances relativement élevées. Donc au niveau des pertes par effet Joule, c'est la résistance du câble. Donc plus le câble est gros, moins on perdra. Mais bon, mettre des gros câbles, ça peut être aussi onéreux. Et puis le courant, le courant est tout carré. Donc vous voyez, R est carré. Donc attention, si le courant est très élevé, ça va faire des pertes qui vont être très importantes. Multiplié par le temps, on perd beaucoup d'énergie. D'accord.
Donc, pour donner l'idée, ici, une ligne à 400 000 volts et une ligne à 225 000 volts, le rapport c'est 1,75. D'accord? Pour avoir la même puissance, on va avoir des pertes qui peuvent être très différentes. D'accord? On peut gagner une simple ou double au niveau de la consommation des pertes. Donc, il faut faire attention, il vaut mieux transporter en 400 000 volts qu'en 225 000 volts. Sauf que, évidemment, les 400 000 volts imposent des normes particulières sur la taille des pylônes, etc., ce qui fait qu'on ne peut pas rester tout le temps en 400 000 volts. Ça, c'est pas possible. Si on regarde les pertes au niveau de la France en entier, on a à peu près 10% de pertes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les pertes globalement voisinent ces valeurs-là. Tout le réseau, tout compris. Parce que les pertes, c'est pas que les lignes. Ici, on met les lignes, hein. Mais les pertes, c'est aussi chaque réseau de transformation, réseau de distribution. Quand on rechange de tension, on a des pertes. Chaque fois, on a des pertes. À chaque connectique, on perd un petit peu. Alors maintenant, est-ce qu'on est en alternatif ou en continu? Ben oui, tout le monde sait qu'on travaille en régime alternatif. Alors, pourquoi? Ben parce que d'abord, c'est historique. Le régime alternatif, c'est un côté qui est génial, c'est que dès l'instant où on a un système qui produit et qui est tournant, comme un moteur, hein, d'accord, un alternateur, on appelle ça dans un système qui produit de l'énergie, à ce moment-là, vous êtes en triphasé, en général, vous sortez un signal alternatif. Donc, on a déjà le signal alternatif qui sort du moteur de l'alternateur. Ben, c'est bien pratique pour le transporter. C'est facile de le faire élever en tension. On dit qu'on doit le monter à 400 000 volts, bah oui, avec un simple, ce qu'on appelle les transformateurs, vous avez là, un rapport de bobine, on arrivera très vite à monter la tension, jusqu'à 400 000 volts. Et ensuite, comme on avait un distributeur, qu'on avait dit, je remonte un petit peu ici, on avait, voilà, un transporteur et puis de la distribution, entre les deux, il faut faire un basculement. Ce basculement se fait aussi à travers des transformateurs. Et donc, ce passage de l'un à l'autre, bah, il est super simple, puisqu'il faut juste mettre des transformateurs. Alors, le régime continu, parfois, est intéressant aussi. Alors, a priori, comme ça, on dirait, bah non, ça sert à rien, on n'a jamais eu ça. Oui, on l'a pas eu, mais on va commencer à l'avoir. On commence à le voir apparaître. Pourquoi on commence à le voir apparaître? Parce qu'on veut travailler avec On s'est rendu compte que le courant alternatif, au-delà de 1500 km, ben, commence à poser problème. Or, de plus en plus, on cherche à lisser l'énergie, à disposer de l'énergie de manière la plus lisse possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pointe de consommation. Et si quelqu'un à 1500 km, un autre pays, demande d'avoir récupéré de l'énergie, il vaut mieux envoyer l'énergie en continu qu'en alternatif. En alternatif, au bout de la 1500 km, on a des pertes qui sont trop importantes, donc il vaut mieux passer en continu. Attention, hein, quand on parle de courant continu, de tension continue, on est sur plusieurs millions de volts. C'est pas, voilà, c'est l'expérience actuellement est menée par exemple en Chine, sur un seul même pays, mais entre deux contrées, on est passé, je crois, pas loin de 2 millions de volts. Voilà, attention. Ah oui, ben, un autre avantage, hein, quand on a des grandes distances, ben, le nombre de fils qu'on va mettre en place. Ben oui, pour faire du continu, il ne faut plus que 2 fils au lieu de 3. Quand même plus pratique. Et puis, un gros problème qu'on rencontre, c'est que les lignes en alternatif supportent très mal à être enterrées. Et en sous-marin, c'est pareil aussi. Au-delà d'une certaine distance, au-delà de 50 km, les pertes deviennent énormes. C'est pour ça que les lignes à haute tension ne sont pas enterrées, hein, très peu enterrées. Aussi, hein, c'est une des raisons. Mais en dehors de la simplicité et du coût. Donc, tout ce qui est marin, on aura besoin de ça. Or, quand est-ce qu'on a besoin de ça? Ben, dès qu'on a des champs d'éoliennes offshore. Et dès qu'on est offshore, forcément, on est dans l'eau, donc forcément sous-marin. Et donc, ces champs d'éoliennes étant placés de plus en plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir avoir besoin de lignes, et donc tout ça va passer en continu. Malgré que l'énergie au départ est alternative. On va la redresser pour pouvoir avoir du continu et pouvoir le raccorder. Et puis, il y a un deuxième avantage aussi, c'est quand on change de pays, je vous l'ai dit, et qu'on n'a pas du tout les mêmes fréquences. Imaginez, vous voulez travailler avec un pays, je travaille avec les États-Unis, prenons le cas des États-Unis. Bon, c'est peut-être un peu trop loin, mais imaginons quand même. Eux, ils ne sont pas la même fréquence que nous de travail. Donc, entre ces deux pays-là, ben, entre nous et chez eux, il faudrait changer de système de fréquence. Or, le plus simple, c'est passer par le continu, comme ça, on est tranquille dès le départ. Après, à eux de refabriquer la fréquence qui les intéresse. Donc, du coup, le continu, pendant longtemps, ben, historiquement, on n'avait pas besoin de continu, donc on était tout en alternatif, mais de plus en plus, on rentre dans le continu. Et puis, il faut se rappeler, il faut penser aussi que de plus en plus, on a d'énergie, donc je le dis offshore, des éoliennes offshore, des panneaux solaires, qui sont entièrement en continu. Et puis, il faudra peut-être penser un jour, même dans une maison, alors la distribution en continu dans une maison, ça n'arrivera pas. Ou pas avant un siècle peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez avoir du continu chez vous. Si vous avez des panneaux solaires et que vous avez une voiture qui est en continu, hein, puisque les batteries sont continues dans les voitures, peut-être qu'on peut avoir un réseau en signaux continus dans une maison aussi. Mais bon, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais ça viendra peut-être.
Ah bah, parlons un petit peu des risques électriques. C'est le dernier cas, c'est un chapitre un peu particulier. Donc, il faut savoir que si votre courant passe par votre cœur, vous risquez d'avoir des ennuis. Si vous touchez avec deux doigts de fil, bon, les risques sont relativement faibles. Vous risquez pas grand-chose, mais voilà, c'est le cœur qui pose problème. Si vous avez un contact, comme ça. Alors attention, la relation importante, c'est le courant, la valeur du courant. C'est pas la tension, hein. La tension n'a aucune importance, mais le courant. Et le temps. Évidemment, si vous touchez quelque chose qui a 1 volt de tension, vous risquez rien, parce que votre peau fait isolation. Au-delà d'une certaine tension, votre peau ne fait plus isolation, n'est plus un isolant, et donc quand vous touchez un câble à 230 volts, chez vous, le prise électrique, c'est 230 volts, votre peau ne fait pas assez n'est pas assez isolante, et donc elle laisse passer le courant. Et c'est le courant qui va devenir dangereux. C'est lui vraiment qui est dangereux. Alors le courant, c'est rien du tout. C'est 30 mA. 30 mA, ça suffit pour tuer un homme. D'accord. Au-delà de ça, vous risquez la mort est assez rapide. Puisque là, vous n'avez pas respiratoire, et donc si vous restez paralysé et que le courant continue à le faire circuler, évidemment, on en meurt. 30 mA, c'est quoi? C'est à peine de quoi allumer 2 LED. D'accord. Alors attention, une prise électrique, il n'y a pas 30 mA. Dans une prise électrique standard chez vous, par exemple, il y a 16 000 mA qui peut passer, avant que le disjoncteur commence à sauter. Et encore, le disjoncteur sautera au bout d'un certain nombre de temps et qui sera très 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 long. Donc attention, une prise électrique, c'est particulièrement dangereux, et le courant est particulièrement dangereux. D'accord. Et c'est la durée. Donc on limite à 30 mA pendant 500 millisecondes. Ça veut dire que quand on va mettre des systèmes de sécurité, il faut qu'ils réagissent pour 30 mA et en moins de 500 millisecondes si on ne veut pas avoir des séquelles importantes chez quelqu'un. Donc pour sauver les personnes. Alors il y a les normes. Forcément, tout ça c'est normalisé. Alors les normes, rapidement, AFNOR c'est pour la France. L'UTE c'est pour la partie électrique. On est ici, hein. D'accord. CNELEC c'est au niveau européen. Et puis CUI c'est au niveau international. Les normes que peut-être vous avez déjà entendu parler, si vos parents travaillent dans l'électricité, ils manipuler des appareils électriques ou essayer de voir votre installation, elle est aux normes C1500. C1500 c'est une base, après il y a C1501, C1502, des déclinaisons, hein. Mais c'est la règle d'installation électrique dans une basse tension. C'est ce qu'il y a chez vous, basse tension, 230 jusqu'à 1000 volts en continu, en alternatif, donc voilà, on est tranquille. Quand on passe en haute tension, la norme c'était 1300, vous voyez, donc c'est pas les mêmes normes, donc c'est pas le même niveau de difficulté aussi d'apprentissage, des choses comme ça, c'est quand même plus technique, hein. La norme 1400 c'est pour la distribution, donc là aussi on a des tensions relativement élevées, hein, donc faire attention à la distribution, c'est un cas particulier. Et puis pour vos parents, s'ils travaillent dans l'électricité, peut-être qu'ils ont eu, si les électriciens, ils ont appelé une habilitation. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette norme-là, la 18510. C'est une norme qui me permet d'être habilité, à être capable, enfin avoir le droit de travailler sur une installation électrique. En général, on la coupe quand même l'électricité, hein, quand vous travaillez sur une installation. Voilà, pour terminer rapidement, puisque nous on travaille quand même, vous regardez votre tableau électrique, si vous regardez votre tableau électrique, vous aurez le compteur qui sera là-haut. À côté, vous avez un disjoncteur principal qui est 500 mA, qui différencie, regarde la différence de 500 mA. Ça vous sauvera pas, on a dit que 30 mA était mortel. Ce qui fait qu'avant chaque rangée de disjoncteurs, vous avez un différentiel qui est de 30 mA. Et vous trouverez ça une fois ici, parce qu'on a un certain nombre d'équipements. Vous retrouverez, parce qu'on a beaucoup de prises, une seconde rangée, avec toujours un interrupteur différentiel. Si vous regardez votre armoire, vous le verrez. Si vous regardez la troisième rangée, vous aurez toujours un interrupteur différentiel pour assurer tout ça. Donc ici, logiquement, le 40 A qu'on a ici, il permet d'assurer les 40 A. Ici, on voit qu'on a plus que 40 A. Hein. Si on calcule, on a bien plus. Mais on ne consomme pas tout en continu. Donc voilà, 40 A, il va supporter. On n'a pas toujours tout à fond. Donc voilà, donc c'est imposé. Ça, c'est la norme. C'est 1500 qui nous impose ça. Ça, c'est pas normalisé, les schémas. C'est les schémas pour vous expliquer comment ça marche et comment vous voyez ça chez vous. Si vous regardez derrière votre four, vous avez automatiquement un 20 A branché sur un différentiel 417. Ça, c'est pour vous protéger. D'accord? C'est pas pour protéger le four. Le four, il est protégé par ça. Et la limite, et l'installation complète est protégée à ce niveau-là. Il y a quand même des normes qui existent, des symboles. Alors là, c'est le plus courant. Le fusible, vous l'avez déjà vu. Un sectionneur, c'est un trait. Donc un sectionneur fusible, il y a les deux. Un disjoncteur, c'est une croix. Donc un disjoncteur avec une différence, c'est la différentielle, une mesure la différence entre deux fils. C'est ça. Pour vous protéger, le fameux 30 mA. C'est la différence de 30 mA entre deux fils. C'est qu'il y a un court-circuit, c'est qu'il y a un problème, et donc on va faire sauter. Un interrupteur différentiel, c'est le petit rond. Donc voilà, un interrupteur sectionneur, voilà, un petit rond avec un trait. Je vous en ai mis quelques-uns pour vous expliquer le principe. Ça suffit, hein, pas bien les connaître particulièrement. Sachez que c'est la technique utilisée. Et enfin, pour terminer, voilà un plan, pour ceux qui font architecture, comment on va représenter dans une maison.
Encore une fois, c'est une autre façon de dessiner. C'est plus dédié à l'architecture, mais voilà, c'est spécifique. Donc un spot encastré, ça sera mis comme ça. C'est des symboles bien précis, une prise. Voilà comment on dessine des prises sur les murs quand on en a besoin. Qu'on va dessiner un radiateur électrique, on va dessiner un sèche-serviette, c'est un peu particulier. Un détecteur de fumée, voilà, c'est ça. Alors, typiquement, voilà, vous retrouvez des informations. Une sonnette, etc. D'accord, la sonnette peut se retrouver là, un interphone, etc., etc. Tous ces appareils-là ont des normes, ont des dessins un petit peu différents que les électriciens ont l'habitude d'utiliser. Des interrupteurs, donc cet interrupteur va-et-vient ici pour allumer et éteindre la lumière de deux endroits différents. Voilà, la même lumière, etc., etc. Voilà, ça c'est pour terminer.